le journal. 13h dans les studios de Radio Esaü. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. À la technique, Raoul Santos. Au micro, Sabine Kikade. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Entre pédagogues et fondateurs, Clément Adéchian était ce lundi matin face à ses futurs journalistes de la 3e année. Les travaux pratiques, les stages et Radio Esaü étaient au menu des échanges. Le compte rendu dans un instant. Dossier falsification d'actes de naissance à la mairie de Porto Novo. La mairie à nouveau éclaboussée. Les précisions dans ce journal. Après le bac, les nouveaux bacheliers optent pour le choix de leur filière. Ceci varie d'un étudiant à un autre. Voilà pour le sommaire. Clément Adéchian attache du prix à une formation de qualité dans son école. Le fondateur d'Esaü a rencontré dans la matinée de ce lundi ses étudiants journalistes de la 3e année. Il s'est enquéri de l'évolution des travaux pratiques de presse écrite, de télé et de radio. Tout semble aller bien malgré quelques dysfonctionnements. L'arrivée de la radio a bouleversé un peu le cours normal des travaux pratiques, a-t-il fait remarquer. Le patron d'Esaü, dans une approche pédagogique, a encouragé ses étudiants aux travaux pratiques. Il entend proposer une nouvelle programmation des activités pour des travaux pratiques plus bénéfiques à ses futurs journalistes, des travaux qui doivent se poursuivre jusqu'en début mai, date des départs en stage. Clément Adéchian s'est également réjoui de l'installation de Radio Esaü, une réjouissance visiblement partagée par les journalistes. Une grosse ambition pour la radio. Il entend, selon ses propos, faire de Radio Esaü une grande radio véritablement numérique qui soit écoutée partout dans le monde, une radio à l'image de RFI. Mais déjà, cette radio est un plus pour mon école, s'est-il vanté. Le fondateur a répondu aux quelques interrogations de ses poulains avant de les inviter pour finir à plus de courage et de détermination. Échec des négociations gouvernement central syndical. Vendredi dernier à l'Infosec de Cotonou se sont poursuivis les travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective gouvernement central et confédération syndicale au titre de l'année 2018. Au thème de cette deuxième journée de négociation, les deux parties n'ont pas pu accrocher leur violon. Alors la médiation du président Talon attendue. Les magistrats ont suspendu leur grève, mais les greffiers n'ont pas encore eu satisfaction de leurs revendications. Ces derniers exigent donc, à travers leur syndicat, la réparation de ce qu'ils appellent injustice créée par leur autorité. Les signataires de la motion de grève exigent l'abrogation pure et simple du décret numéro 2017-388 du 4 août 2017 et de l'arrêté numéro 2017-TR-MJL-DC-SG-M-DAF-SA-049-SGG17 du 11 septembre 2017, suivi de la reprise des nominations de greffiers en chef conformément aux tests en vigueur. La puberté précoce favorise l'expérience sexuelle et cette même puberté précoce rend les jeunes filles expérimentées et elles s'adonnent rapidement à la chose sexuelle. Et la conséquence de cette situation est le phénomène de grossesse précoce. Pour ces jeunes, tous sexes confondus, la Saint-Valentin est souvent le moment où bon nombre parmi eux se livrent à l'acte sexuel. Face à cela, les conséquences sont désastreuses pour éviter que les jeunes adolescents de nos lycées et collèges ne sombrent pas très tôt dans cette besogne. La présidente de l'association La Vie est Belle, Stéphanie Mochofaglou, entame une tournée
journée de sensibilisation au niveau de certains établissements scolaires de notre pays. Elle parle ici de l'angle qui sera abordé. L'angle sur lequel je vais peut-être dire que nous allons jouer, c'est notamment le nombre alarmant de grossesses dans nos collèges et lycées. On va se baser sur ces chiffres-là pour parler d'abord des causes, des conséquences et des approches de solutions. Parce que ça peut s'éviter. Et c'est à cela que nous allons nous atteler lors de cette édition-ci. Nous allons débuter le mercredi au lieu du jeudi parce que nous avons été appelés entre-temps par un collège à Savet pour venir intervenir parce que les dégâts là-bas sont vraiment colossaux. Il faille que nous allons là-bas pour causer avec nos jeunes frères et sœurs et discuter également de ces dégâts que cause la Saint-Valentin en milieu scolaire, tout en se basant sur une histoire vraie, mon histoire, ce que j'ai vécu, mon témoignage de vie. Se basant très souvent sur le fait qu'elles sont plus précoces et plus expérimentées que les jeunes garçons, nombreuses sont ces adolescentes-là qui jouent avec leur sexualité et ceci au détriment de leur avenir. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Élément de réponse avec la présidente de l'association La Vie est Belle. C'est peut-être par preuve de naïveté, parce que si vous ne savez pas, vous allez jouer, vous allez prendre le sexe comme un jeu, un jouet, faites ce que vous voulez avec. Quand vous ne connaissez pas les responsabilités qui sont liées au sexe, vous allez jouer avec. Donc il faut toujours discuter avec ces jeunes gens, il faut leur montrer les dégâts que ça peut poser. J'ai eu un vécu dont je me sers en fait. Tout est basé sur ce témoignage pour pouvoir toucher la sensibilité des élèves parce que chaque collège qu'on a fait quand on raconte l'histoire, je peux vous dire qu'on a pu récupérer beaucoup d'élèves parce qu'ils ont vu. Ils ont touché. On ne va pas raconter l'histoire de quelqu'un. Ce qu'elle a vécu, on peut l'éviter. Et même si ça nous arrivait, on peut s'en sortir. Il ne faut pas la rendre comme une fatalité. Des jeunes gens aujourd'hui qui sont enceintes et qui sont dans ces collèges-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faudrait aussi réfléchir à cela. Il faudrait surtout pas que cela peut s'éviter. C'est de leur montrer que c'est possible d'éviter les grossesses en milieu scolaire. C'est possible de préserver sa sexualité. C'est possible de mieux gérer sa sexualité. Donc c'est sur ces aspects-là que nous allons beaucoup insister. C'est bon de les accuser, c'est bon de leur jeter de la... Concernant l'édition de cette année, Stéphanie Monchof-Agbon envisage de faire une sensibilisation axée pour les conséquences de l'acte sexuel chez les apprenants avec comme message. Le message, c'est que cela peut s'éviter. C'est de leur montrer que c'est possible d'éviter les grossesses en milieu scolaire. C'est possible de préserver sa sexualité. C'est possible de mieux gérer sa sexualité. Donc c'est sur ces aspects-là que nous allons beaucoup insister. C'est bon de les accuser, c'est bon de leur jeter de la pierre, mais s'ils n'ont pas la matière pour pouvoir éviter ces grossesses-là, on aura toujours des chiffres alarmants, année par année, mois par mois. Il faut que les élèves aient les outils nécessaires pour pouvoir éviter ces grossesses-là. Donc c'est sur ça que nous allons beaucoup jouer lors de cette causerie-ci. Qu'est-ce que vous attendez de la marraine? La marraine, c'est quand même Maître Marie-Lise Bédon, on la connaît pour son franc-parler. C'est justement pour ce franc-parler qu'on l'a choisi. Pour parler à ces enfants-là, pour toucher à leur sensibilité, il faut être très ouvert. Il faut vraiment être très ouvert. Toucher les points qu'il faut. Vous savez, c'est une dame qui a l'habitude d'aller vraiment vers les élèves et de parler beaucoup. Et elle a dit, je les écoute beaucoup. Donc, elle connaît un peu leurs problèmes. Elle sait de quoi souffrent ces élèves-là. Donc, la personne la mieux placée pour parler solution. Sur lequel C'est un reportage de Tatiana Ahonda. Parlons culture à présent. La 3e édition de Bénin Fashion Week a connu son épilogue samedi dernier. C'était dans la salle Vivo de Bénin Marina Hotel à Cotonou. Au cours de la soirée, plusieurs distinctions ont été faites. Parmi ces derniers, John Médard Sedokou, directeur de l'association des créateurs de mode au Bénin. Au nom de l'agence et au nom de l'association des créateurs, je me permets de parler à l'un de nos superviseurs. Et au nom de l'association des agences et promoteurs de mode du Bénin, je te dis félicitations. Agrémenté par plusieurs programmes, le Festival international Bénin Fashion Week 2018 a ouvert ses portes par le biais de son concours Jeunes Talents. Un concours qui a mis en compétition plusieurs jeunes pétris d'ingéniosité et de savoir-faire dans plusieurs secteurs de la mode. Nous allons passer à la catégorie stylisme. Le deuxième de la catégorie stylisme, c'est Naldo. Premier de la catégorie stylisme, c'est Calista. Alors,
La catégorie des mannequins. Mannequin homme. Le deuxième, c'est Quelques participants de la soirée donnent ici leurs impressions. ont des accessoires de paille, sacs à dos. Ça va nous permettre de plus montrer nos articles et valoriser notre marque et surtout les tissus africains. Le moteur de la marque qui fait les streetwear, la vidéo, on parle des tissus africains. Les regards sont désormais tournés vers l'année prochaine pour la 4e édition. Parlons toujours culture. Dieu n'est pas là-bas, c'est le nom du roman du journaliste écrivain Abalomé Dagbe, lancé à Porto Novo samedi dernier. Étalé sur 216 pages et subdivisé en 13 chapitres, le roman Dieu n'est pas là-bas n'est pas une œuvre d'évangélisation, comme pouvait laisser penser à première vue sa page de garde. En réalité, c'est un livre qui promeut le dialogue interreligieux à travers l'amour et la paix. Je l'annonçais dans les titres, pour une affaire d'acte de naissance falsifié, la mairie de Porto Novo à nouveau éclaboussée. L'enquête judiciaire est en cours et plusieurs agents de l'administration municipale risquent leur liberté. L'enquête est conduite par les éléments du commissariat central de Porto Novo. La suite de la procédure va fixer les uns et les autres sur le degré d'implication des différents agents interpellés dans le dossier. Le Bénin est un pays qui compte plusieurs institutions et parmi celles-ci figure en bonne place le Conseil économique et social CES. Comme bien d'autres, cette institution est reconnue par la constitution de notre pays. Au niveau du Bénin, le Conseil économique et social joue un rôle aussi important que les autres, même si son avis au sujet de certaines décisions étatiques n'est que consultatif. Claude Balogun, conseiller au CES, parle de l'importance de cette institution. L'importance du Conseil économique et social. Si nous restons à Cotonou, tout simplement, nous allons mal interpréter l'importance de cette structure. Les maires à l'intérieur, les élus locaux à l'intérieur nous voient régulièrement. Mais malheureusement, le Conseil économique et social ne peut que donner des conseils. Le chef de l'État n'a pas une obligation d'exécuter ces conseils-là. Mais vous devez savoir que le Conseil économique et social est une institution comme les autres institutions de la République prévues dans la Constitution. Donc ce n'est pas une structure créée par un décret ici. C'est dans la Constitution de la République. Donc c'est d'abord ça. Mais ceux qui ont légiféré savaient quand même que dans une maison, il peut y avoir des crises. Aucune autre institution ne peut connaître et faire la médiation dans les crises. Je ne parle pas du médiateur de la République, qui n'est pas une institution constitutionnelle. Donc les autres institutions viennent juger, ou exécutent, ou légifèrent, mais ne font pas de la médiation. Dans quelle maison il n'y a pas quelqu'un qui au moins intervient pour dire ne faites pas ça? Donc le Conseil économique et social est la seule institution, lorsque ça va commencer à brûler, pourra réunir toutes les autres institutions pour dire on va parler. Justement parce que ça ne doit pas commencer par brûler avant qu'on intervienne tout le temps. Même si les différentes actions du Conseil économique et social sont très peu connues du public, le conseiller Claude Balogun explique que le CES joue le rôle de pompier. Il parle ici de quelques actions sous-marines menées par le Conseil économique et social. Il est ici au micro de Tatiana Aranda. Passé, nous traiter la présence du Conseil économique et social, nous n'avons pas pu le faire. Quand on savait qu'il y a une date butoir et que la structure de gestion des élections était bloquée et que le chef de l'État à l'époque qui avait un problème et que le Conseil économique et social avait réuni toutes les parties et avait fait la médiation pour qu'on trouve une date intermédiaire, plein de choses qu'on a pu régler, la crise des étudiants entre le président Yahi Boni et les étudiants à l'époque. C'est le CS qui a réglé ça. Entre les syndicats et le gouvernement, c'est le CS qui avait réglé ça. Entre chambres de commerce, c'est le CS qui avait réglé ça. Mais malheureusement, on ne pouvait pas venir dehors pour dire nous avons réglé ci, nous avons réglé ça. Même le marché d'Antokba qui a brûlé, c'est nous qui avions coordonné la réflexion, tout ça là. Donc il y avait plein de choses qu'on arrive à faire, qu'on prévient, des conseils qu'on donne. Des conseils sont acceptés et d'autres ne sont pas acceptés. La page Afrique.
Elle est déjà dans ce studio pour nous présenter la page Afrique. Elle, c'est Aude Guézodje. Aude, bonjour. Bonjour Sabine. La page Afrique, c'est avec vous et nous commençons par l'élection municipale en Guinée. Exactement. Dénonciation de fraude massive par les responsables de l'opposition guinéenne lors des élections municipales du dimanche 4 février dernier. Une première élection locale organisée dans le pays depuis 5 ans. Malgré ces accusations, l'ancien premier ministre du pays, l'un des candidats aux élections, se dit confiant de l'emporter. La Commission électorale nationale indépendante CENI indique qu'elle espère proclamer les résultats le plus tôt possible. Alors à présent, parlons de l'élection présidentielle en Costa Rica. Fabricio en tête. En Suisse, le pasteur évangélique Fabricio Alvarado est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle avec 24,9% des suffrages selon les résultats partiels. Carlos Quesada et Antonio Alvarez sont arrivés respectivement deuxième et troisième avec 21,4% et 18,9% des voix. Hostile au mariage homosexuel, Fabricio Alvarado poursuit sa croisade anti-mariage gay jusqu'au second tour qui aura lieu le 1er avril prochain. On va à présent en Corée du Sud pour la remise en liberté de l'héritier de Samsung. Remise en liberté de l'héritier de Samsung Lee Jae-myung, la haute cour de justice de Séoul en Corée du Sud qui jugeait en appel sa condamnation pour corruption, a décidé ce matin de le libérer. Le tribunal a fait tomber plusieurs des infractions dont il avait été retenu coupable. Cette décision devrait permettre à Lee Jae-myung de reprendre ses fonctions au sein du groupe, mais il a interdiction de voyager en dehors de la Corée du Sud sans l'autorisation d'un juge. Pour finir, le président français Emmanuel Macron est rassuré par le président turc. Exactement, le président turc Recep Tayyip Erdogan assure le samedi dernier son homologue français Emmanuel Macron que les opérations turques dans la Syrie visent à lutter uniquement contre des éléments terroristes. Il a également assuré qu'Ankara ne convoitait pas le territoire d'un autre pays. Mais il faut retenir que c'est le président français Emmanuel Macron qui avait mis en garde mercredi dernier la Turquie contre toute velléité d'invasion de la Syrie. Merci à vous, Aude Guézodje, pour cette page Afrique. Merci, Sabine. À présent, la page sport. Tout le sport, c'est sur la voie de l'excellence. La page sport de ce lundi 5 février 2018 sera présentée par Jonathan Adensi qui est déjà dans ce studio. Bonjour Jonathan. Bonjour Sabine. Alors nous commençons cette page sportive par la CHAN 2018 où le Maroc a été sacré champion de l'année. Oui, la sélection locale du Maroc a remporté dans la soirée d'hier au stade Mohamed V de Casablanca le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Un sacre glané suite à une victoire autoritaire 4-0 contre les Super Eagles du Nigeria. Adraf, auteur d'un doublé, a été élu l'homme du match au thème d'une rencontre dominée de la tête et des épaules par le collectif marocain. Grâce à ce triomphe national, le Maroc confirme son retour au firmament du football africain. Parlons toujours de la CHAN en 2018. Le Soudan s'adjuge la petite finale. Effectivement, la petite finale qui s'est tenue samedi dernier au grand stade de Marrakech a tourné à l'avantage du Soudan. Avec une rencontre très disputée où la Libye est revenue dans les dernières minutes du temps réglementaire, le Soudan a su faire la différence lors de la séance fatidique des tirs au but. Un sans faute soudanais alors que les Libyens ont pas deux fois manqué le coche. Après 2011, le Soudan remonte sur le podium d'un championnat d'Afrique des Nations. À présent, le tour d'horizon des résultats des 5 grands championnats. Oui, en Ligue 1 française, l'Olympique de Marseille a atomisé Metz 6-3. Le PSG, leader du championnat, s'est offert Lille sur le score de 3-0. Le choc entre l'Olympique de Lyon et Monaco a tourné à l'avantage des Monégasques qui se sont imposés sur le fil 3-2. Enfin, l'OGC Nice a subi un revers 1-0 à Nice grâce à un but de l'Ivoirien Alain Gradel. En Angleterre, Arsenal s'est baladé 5-1 face à Everton. Victoire également de Manchester United sur la pelouse de Huddersfield 2-0. En revanche, Manchester City
leader du championnat anglais, a été accroché par Burnley 1 but partout. Enfin, Liverpool et Tottenham se sont quittés 12-12 sur un score final de 2 buts partout. Statu quo en tête du classement de la Liga espagnole avec une pléiade de matchs nuls. Real Madrid-Levante 2-2, Barcelone-Espagnol 1-1. En revanche, victoire de l'Atlético Madrid face à Valence sur la plus petite des matchs, 1-0. Le Calcio italien pour finir avec le carton de la Juventus Turin, 7-0 face à Sassuolo. Le Napoli s'est aussi défait de Benevento, 2-0. Enfin, l'AS Roma s'est imposé dans la douleur face au Hellas Vérone, 1-0. Ce sera tout pour le condensé de l'actualité sportive de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Jonathan. À présent, la page invitée. Invité du jour. L'invité du jour. La rubrique invité de ce lundi 5 février reçoit pour vous Monsieur Prince Boris Aké. Il est un ancien président de l'UNSED, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Au micro de Jean-Luc Gadi, l'invité fait sa lecture de l'actualité nationale. Prince Boris Aké n'oublie pas d'apprécier les rapports gouvernement-syndicats-étudiants sous la rupture. L'administration du président Patrice Talon s'est installée au Bénin il y a près de 2 ans déjà, et c'est un secret de polichinelle que pendant tout ce temps, les rapports qui devraient exister entre l'administration centrale, l'administration gouvernementale, et donc en un mot, le pouvoir et les organisations estudiantines ont été dangereusement mises à mal parce que vous n'êtes pas sans savoir que dès l'arrivée au pouvoir de M. Patrice Talon, les organisations estudiantines ont commencé par avoir de nombreux déboires avec les différentes autorités, que ce soit au niveau décanal, au niveau rectoral, qu'au niveau gouvernemental. Et le gouvernement du président Patrice Talon a cautionné dans un premier temps la suppression de la session de rattrapage qui est un principe fondamental dans le système LMD. Ce gouvernement a encouragé l'administration rectorale à exclure de l'université d'Abomey-Calavi 21 leaders d'étudiants ayant reçu mandat pour défendre les intérêts de leurs camarades. Et tout comme si cela ne suffisait pas, ce gouvernement a pris des actes en Conseil des ministres pour interdire les activités des organisations estudiantines. Sous ce gouvernement, des responsables étudiants ont été arrêtés et molestés par la police et par la gendarmerie. J'ai été moi-même arrêté et maltraité. Et aujourd'hui, ça se poursuit. Il y a eu une avalanche de décisions qui ont été prises donc pour malmener les intérêts des étudiants dans les universités publiques du Bénin. Et donc c'est ça, aujourd'hui, l'atmosphère dans laquelle se trouvent les rapports gouvernement, organisation estudiantine est délétère. Mais il y a toujours eu brouille entre gouvernement et ses responsables étudiants et par le passé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce que vous décrivez là. C'est vrai qu'il y a toujours eu de brouille entre les étudiants et les plus hautes autorités de ce pays. Mais la différence, c'est que le pouvoir du président Patrice Talon n'entend pas ouvrir les portes de dialogue, n'entend pas discuter, converser avec les responsables étudiants et par ricochet donc avec l'ensemble des étudiants. Lorsque ce pouvoir-là enclenche une réforme, que cela aille à l'encontre des intérêts de l'étudiant, ceux-ci se révoltent. De leurs droits, de tout droit, ils se révoltent. Et donc, une autorité responsable se doit, à un moment donné, marquer une pause et appeler les différents protagonistes autour de la table de négociation. Mais non, le pouvoir de M. Patrice Talon n'entend pas la chose de cette oreille-là. Et donc, c'est la différence qu'il y a. De par le passé, c'est vrai, il y a eu beaucoup de crises qui ont mis en difficulté les activités dans les universités publiques. Mais les autorités ont toujours cherché à aller par le dialogue pour régler les situations. Mais ce n'est pas le cas ici.
Vous évoquez tout à l'heure le cas de 21 étudiants qu'on a exclus il y a 2 ans environ, et l'université d'Abomey-Calavi pour être plus précis. Est-ce que le dossier a évolué? Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui après 2 ans? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier d'exclusion de 21 étudiants de l'université d'Abomey-Calavi? Ces 21 étudiants aujourd'hui sont des héros et quelque part ils sont oubliés. Le dossier est encore là, intact, rien n'a bougé. Nous sommes en train de mener des actions en sourdine avec des organisations de droits de l'homme qui sont en contact de façon permanente avec les autorités de l'université, aussi bien au niveau rectoral qu'au niveau des canaux. Et donc, sans vouloir trop spéculer, nous espérons que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les lignes vont bouger et que ces héros-là retrouvent la voie de l'université, reprennent leur formation au sein de leurs différentes entités et que surtout le gouvernement de façon responsable puisse prendre les dispositions idoines pour les dédommager. Vous avez été responsable syndicat, vous êtes aussi proche du Parti communiste du Bénin. Aujourd'hui, Laurent Maintenon est gardé et puis il y a des débats avec la justice. Le dossier ne connaît pas de fin, plusieurs fois reporté déjà. Quelle appréciation, quelle lecture faites-vous avec un peu de recul, M. Prince Boris Aké? Je pense que nous sommes dans un pays de droit. Le dossier est pendant devant la justice de notre pays et que nous n'avons pas à trop spéculer là-dessus. Mais il y a une chose qui est sûre. Aujourd'hui, ni le gouvernement de Patrice Talon, ni le procureur de la République, ni leurs avocats n'a les preuves de ce que Laurent Maintenon est effectivement entré en possession de ces rétrocommissions-là. Monsieur Aké, merci. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme ce 13h le rappel des titres. Entre pédagogie et fondateur, Clément Adéchian était ce lundi matin face à ses futurs journalistes de la 3e année. Les travaux pratiques, les stages et Radio ESAE étaient au menu des échanges. Vous avez vu le compte rendu dans cette édition. Dossier falsification d'actes de naissance à la mairie de Porto Novo. La mairie à nouveau éclaboussée. Après le bac, les nouveaux bacheliers optent pour le choix de leur filière. Ceci varie d'un étudiant à un autre. La mise en onde a été assurée par Raoul Santos. Présentation Sabine Kikade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la voie de l'excellence.